Bonjour, chers apprenants. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ictère chez le nouveau-né. L'ictère chez le nouveau-né est la coloration jaune des téguments et des muqueuses par l'imprégnation de ces tissus avec la bilirubine libre dans le sang. On distingue ce qu'on appelle l'ictère précoce, c'est-à-dire l'ictère qui survient avant les 48 premières heures. Ensuite, l'ictère tardif, celui qui survient après les 15 jours de vie. Et ensuite, l'ictère physiologique qui survient entre la 48e heure et le 15e jour de vie. Mais, à côté de ça, l'ictère qui est dit précoce ou bien celui dit tardif sont automatiquement des ictères qu'on va appeler ictères pathologiques. C'est ça qu'on a marqué ici. À part ces deux cas d'ictères pathologiques, on va également parler d'ictères pathologiques lorsque cet ictère survient entre la 48e heure et le 15e jour de vie. Et lorsque cet ictère apparu en ce moment-là est associé avec des signes, ou bien il est très intense, ou encore il est persistant, c'est-à-dire dur dans le temps. Par contre, l'ictère sera dit physiologique lorsque cet ictère est apparu entre la 48e heure et le 15e jour, mais qu'il est nu, c'est ça ici, peu intense, ou bien disparaît vite. Ces éléments donc des définitions étant présentés, abordons maintenant l'intérêt de cette pathologie. En réalité, l'étude de cette pathologie est liée au fait que c'est une affection assez fréquente en néonatologie, en consultation néonatale, notamment dans nos pays, partout, mais beaucoup plus élevée dans nos pays, parce que nous avons une fréquence d'environ 30 à 50% de nouveau-nés qui font l'ictère du nouveau-né. Et cela constitue à peu près 10% des admissions dans certains hôpitaux chez nous. Sa gravité est liée au fait que l'ictère du nouveau-né va entraîner à un risque, un fort potentiel de survenue de ce qu'on appelle ictère nucléaire. Et la hantise du médecin, c'est que devant un ictère, il ne faut jamais permettre à ce que cet ictère-là devienne un ictère nucléaire. La prise en charge dans certains milieux chez nous est encore difficile à cause donc du plateau technique qui est limité, mais également là où le plateau technique est bien au point, il ne faut jamais banaliser l'ictère. Pourquoi? Parce que malgré que ce soit un signe simple, un signe banal, le médecin ou bien le soignant ne doit jamais banaliser l'ictère. D'où la nécessité donc à un service compétent pour pouvoir bien prendre en charge cet enfant qui présente un ictère néonatal. De même, la recherche étiologique est l'élément clé parce que l'ictère étant un signe, il faut aller rechercher les causes de cet ictère-là en vue de sa prise en charge étiologique, c'est-à-dire en vue de du traitement des causes. Le rôle du médecin, on l'a dit, c'est de reconnaître qu'il y a ictère, ensuite de prendre en charge cet ictère et de rechercher les causes, traiter cet ictère et de surveiller l'évolution. Les objectifs de ce travail, c'est surtout la définition, on vient de voir cette définition, mais également décrire le métabolisme de la bilirubine avec le mécanisme de survenue de l'ictère néonatal. Ce métabolisme-là se regroupe en 4 points. Le premier point, c'est la production de la bilirubine, le transport de cette bilirubine, mais également sa conjugaison dans le foie et son excrétion par les voies biliaires vers les intestins d'une part, mais également dans les urines d'autre part. La production va se faire dans le sang à travers la destruction des globules rouges et la libération donc de la bilirubine, puisque la bilirubine est un produit de destruction des globules rouges. Ensuite, cette bilirubine sera transportée dans le sang circulant par l'albumine et lorsque ça arrive au niveau de l'hépatocyte, c'est-à-dire de la cellule hépatique, il y aura donc des molécules ou bien des protéines de transport qui vont l'internaliser, c'est-à-dire qui vont le faire rentrer à l'intérieur de l'hépatocyte. Ces protéines-là sont appelées les protéines Y et les protéines Z.
à l'intérieur de l'hépatocyte, c'est-à-dire dans la cellule hépatique, il y aura un enzyme qu'on va appeler enzyme de conjugaison, que nous allons voir en détail tout à l'heure, qui va permettre la transformation de la bilirubine qui a été obtenue directement de la destruction des globules rouges en forme conjuguée. Cette forme conjuguée-là est la forme donc, qui sera la forme excrétée à travers la bile. Et donc, la bile sera la forme d'excrétion de la bilirubine. Deux types de bilirubine donc sont disponibles. On peut les distinguer. Il y a la bilirubine qu'on va appeler non conjuguée ou encore indirecte ou encore libre. C'est cette bilirubine-là qui est obtenue à partir de la dégradation des globules rouges. Ensuite, dans cette partie de la bilirubine qui est appelée libre, il y aura deux parties. Une partie qui est liée à l'albumine. Et cette partie liée à l'albumine ne peut pas traverser la barrière hémato-méningée. Et ne pouvant pas traverser la barrière hémato-méningée, cela constitue donc une protection pour le nouveau-né. Par contre, la bilirubine libre, qui est réellement libre, qui n'est pas liée à l'albumine, devient alors un élément toxique pour le cerveau, puisque dans les 10 premiers jours de vie, cette bilirubine peut traverser la barrière hémato-méningée et alors entraîner une nécrose des structures du cerveau. Et cette nécrose-là va se perpétuer dans le temps et va entraîner ce qu'on appelle l'ictère nucléaire. Et c'est surtout ce qu'il ne faut pas permettre dans la survenue donc, de l'ictère. C'est pour ça que nous disons au départ que l'ictère est un signe banal qu'il ne faut jamais banaliser. La deuxième forme de bilirubine, c'est la bilirubine qui est appelée conjuguée. Elle est appelée conjuguée ou directe. Conjuguée parce qu'elle a subi un certain nombre de transformations à l'intérieur du foie. Et cette bilirubine non conjuguée-là va se conjuguer, c'est-à-dire sera transformée par l'enzyme qu'on appelle le glucuronide transférase. Et ça va transformer les caractéristiques donc, de cette bilirubine-là de telle sorte que la bilirubine libre qui n'était pas soluble dans l'eau va devenir soluble dans l'eau et donc pourra être excrétée facilement par les urines. Et ainsi, on saura qu'avec cette bilirubine-là, il pourra avoir la coloration des selles et la coloration des urines. Les 4 étapes que nous avions précédemment citées sont donc la production, la circulation et le transport donc, de la bilirubine produite ou bien obtenue par dégradation et ensuite la conjugaison et l'excrétion. Voyons en détail ces différentes étapes, mais avant ça, à partir du moment où, avec les différents mécanismes de survenue de l'ictère, c'est-à-dire lors du blocage de ces différentes étapes que nous venons de citer, il se pourrait alors que l'ictère, l'augmentation de la bilirubine libre dans le sang, va entraîner un ictère, c'est-à-dire le dépôt de cette bilirubine-là au niveau des téguments et de la peau et des muqueuses. Ainsi, deux types d'ictères sont distingués. L'ictère qui sera appelé l'ictère à bilirubine non conjuguée et l'ictère à bilirubine conjuguée. Les mécanismes sont les suivants. Voilà le globule rouge. Ce globule rouge-là sera détruit et va, à travers une hyperhémolyse, et cette hyperhémolyse va libérer la bilirubine non conjuguée. Cette bilirubine non conjuguée sera conjuguée, c'est-à-dire sera transformée au niveau du foie et sera excrétée. En détail, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on aura les globules rouges ici. Ces globules rouges-là vont se dégrader pour donner la biliverdine. La biliverdine sera obtenue avec l'enzyme qu'on appelle l'hème-oxygénase. Cette bilirubine-là, cette biliverdine plutôt, va donner la bilirubine que nous appelons bilirubine libre. Cette bilirubine libre peut être également obtenue par la destruction de la myoglobine ou bien du cytochrome qui sont des substances qu'on retrouve soit dans le muscle ou bien au niveau des mitochondries. Donc, 10 à 20% de la quantité de bilirubine obtenue sera obtenue à travers la destruction de la myoglobine, mais 80% seront obtenus à travers la destruction des globules rouges. Cette bilirubine obtenue, c'est celle qu'on va appeler la bilirubine non liée ou bien non conjuguée ou encore libre. Et cette bilirubine non conjuguée sera donc captée à l'intérieur des hépatocytes, c'est-à-dire des cellules du foie. Et à l'intérieur donc de ces cellules du foie, il y aura donc une transformation de cette bilirubine en bilirubine conjuguée, qui est marquée là. Cette bilirubine conjuguée sera excrétée
et sera transformé au niveau donc des intestins en stercobilinogène, lui-même transformé en stercobiline qui va colorer les selles. Et de l'autre côté, une partie ira colorer les urines dans leur couleur habituelle que nous connaissons à travers l'urobilinogène transformé en urobiline. Une bonne partie donc de cette bilirubine conjuguée va subir à l'intérieur des intestins une transformation. Et cette transformation va ramener une petite partie de cette bilirubine-là à l'intérieur de l'hépatocyte. C'est ça ce qu'on appelle le cycle entérohépatique qui est marqué ici en bleu et qui fait la boucle. Voilà. Donc, les différents mécanismes, voilà. S'il y a un blocage de la production, il y aura donc une accumulation de bilirubine non conjuguée. De même, lorsqu'il y a blocage du transport ou bien blocage de la conjugaison, il y aura donc une accumulation de cette bilirubine libre. La production ici, c'est lorsqu'il y a une hyperproduction. Nous disons bien que c'est lorsqu'il y a une hyperproduction, donc, ou bien une destruction massive de globules rouges qui aura donc une augmentation de la bilirubinémie libre. Alors que lorsqu'il y a un blocage au niveau de l'excrétion, c'est-à-dire une obstruction des voies biliaires, en ce moment-là, il y aura une accumulation de bilirubine conjuguée. Donc, c'est les différents mécanismes de la survenue de l'ictère à travers soit l'hyperproduction de la bilirubine libre ou bien à travers le blocage du transport ou le blocage de la conjugaison ou pour la bilirubine conjuguée à travers un obstacle empêchant l'excrétion de cette bilirubine conjuguée. Ce même schéma est dessiné ici pour plus de compréhension avec les différentes étapes et donc nous n'allons plus nous répéter. Et donc voilà, les croix ici sont les éléments concernant donc les blocages sur les différentes voies. Voilà, nous sommes au terme donc de cette présentation et nous vous remercions pour votre attention et nous vous disons à la prochaine. Merci beaucoup.